Bonsoir, il est 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Bienvenue à Sud Soir. Propagation du Covid-19 dans notre pays, 356 nouveaux malades recensés, 5 décès enregistrés, 20 cas graves retenus dans les services de réanimation et 1346 patients sous traitement. Ces chiffres inquiètent et s'expliquent par la baisse de la vigilance et la négligence des gestes barrières, précise le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Le SAMES alerte et exige un plan de contingence pour venir à bout de cette troisième attaque du coronavirus. Son secrétaire général, Dr Yerim Kamara, est l'invité de ce 18h. Élection territoriale du 23 janvier 2022. Les parlementaires de la place Soweto examinent le projet de loi portant code électoral demain jeudi. 10e édition du gala de la presse. La Convention des jeunes reporters du Sénégal va récompenser ses meilleurs reporters et rendre hommage aux doyens de la presse. C'est prévu le 27 novembre prochain. Sur l'international, assassinat du président Jovenel Moïse, l'état de siège est en vigueur et le premier ministre haïtien appelle au calme alors que la communauté internationale condamne fermement et l'ONU convoque une réunion d'urgence prévue demain jeudi. Euro 2021, qui de l'Angleterre ou du Danemark va affronter l'Italie en finale? La réponse sera après la rencontre qui débute à 19h. Info Éco complète cette édition mise en onde par Hassan Choun. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. La tendance haussière de la Covid-19 dans notre pays se confirme tous les jours. Ce mercredi plutôt, 5 décès ont été enregistrés en 24 heures, 356 nouvelles contaminations recensées. Il s'agit de 127 cas contacts et 229 issus de la transmission communautaire. À retenir également que 20 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation et que 1346 personnes sont sous traitement. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, 7142 personnes ont été vaccinées hier, soit au total 564 018 depuis le début de la campagne de vaccination. Et nous parlons de cette augmentation des cas de contamination dans notre pays. Les activités ont repris sans les mesures d'accompagnement nécessaires. On constate également une baisse de la vigilance, notamment, et donc la négligence dans le geste barrière, selon le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, que nous écoutons avec Aïssatou Gueiba. On a constaté un certain nombre quand même une baisse pratiquement de toute la vigilance qui était faite autour des mesures barrières, notamment le port de masque, notamment la distanciation physique et également les rassemblements non essentiels. En tout cas, nous avons trouvé que dans le pays, tout a repris quand même. Tout a repris sans les mesures d'accompagnement nécessaires. C'est ce qui fait, en tout cas, si ça trouve que la maladie était là, qu'elle progressait, ceci peut être à l'occasion des flambées. Je pense que ça fait partie un des déterminants de cette augmentation de cas. Bien sûr, il y a également que l'allure de l'épidémie nous a habitués à ces périodes de hausse, de baisse, etc. Donc ça aussi, il y a également l'allure de l'épidémie qui est structurée ainsi, de manière naturelle. Mais il y a, faut dire, un relâchement au niveau de nos comportements. Peut-on parler de troisième vague actuellement? Mais oui, on peut en parler. On peut parler si on considère que c'est une hausse suite à une baisse constante et régulière de plusieurs semaines ou mois et qu'il y a une augmentation régulière depuis quelques semaines, on peut l'appeler comme vous voulez, troisième vague, etc. Mais ça, c'est peut-être, en tout cas, c'est une interprétation que l'on peut faire. C'est possible. On peut le poser comme élément. Mais dans tous les cas, il n'y a pas une définition exacte de ce que c'est qu'une troisième vague en réalité. Donc, même une vague en tant que telle n'existe même pas dans le jargon épidémiologique.
C'était le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Il sera l'invité de nos éditions de la nuit. L'invité de ce 18h, ce sera le secrétaire général du SAMES, Dr Yeri Camara. Le SAMES qui tire la sonnette d'alarme et réclame un plan de contingence pour faire face à cette troisième vague. Le bilan officiel des décès dus à la Covid-19 depuis le 1er juillet est de 17 pour 100 311 cas diagnostiqués positifs dans la même période du 1er au 7 juillet, pour dire que les cas augmentent à un rythme effréné par rapport aux autres vagues. Babacar Samb. La troisième vague s'accélère, se propage plus rapidement et frappe plus fort. Les cas sont à la hausse dans le pays. 1311 contaminations enregistrées en l'espace de 7 jours, dont 807 communautaires. La capitale sénégalaise Dakar reste l'épicentre avec 702 cas communautaires identifiés entre le 1er au 7 juillet. Le taux de positivité inquiète de plus en plus avec presque un cas diagnostiqué positif sur uniquement 10 tests réalisés. Le bilan macabre interpelle aussi. 17 personnes sont emportées par le virus dans la même période. Des cas de contamination qui dépassent de loin le nombre de diagnostiqués positifs dans la dernière quinzaine du mois de juin. Cette situation semble être le résultat d'un cocktail de relâchement du public dans le respect des gestes barrières, d'utilisation inefficace des mesures de santé publique et sociale et de propagation de nombre de variants ici au Sénégal. Alors que le pays est toujours à la traîne en matière de vaccination, 564 018 injections depuis le début des opérations. Ces 7 derniers jours, seules 34 598 personnes ont reçu leur première dose. Babacar Samb, presque toutes les régions sont touchées par cette troisième vague de Covid-19. C'est le cas au niveau de Ziguinchor. La confirmation avec le médecin-chef régional, Dr Commandant Youssouf Tine, avec Ignace Ndeye. La tendance aujourd'hui, dans le cadre de cette pandémie à coronavirus, c'est aujourd'hui la hausse, c'est quelque chose qui était prévisible, dans la mesure où, quand on voit ce qui se passe dans les autres pays qui parlent aujourd'hui de quatrième vague, nous, on est vraiment dans une phase ascendante de troisième vague. On a vu les cas qui continuent à augmenter. Aujourd'hui, dans la région de Ziguinchor, depuis le début de la pandémie à aujourd'hui, nous avons enregistré 838 malades. Et actuellement, au moment où je vous parle, nous avons 50 cas qui sont actifs dans la région, dont les 6 qui sont actuellement suivis dans le centre de traitement et les 44 qui sont suivis au niveau des domiciles entre le district de Ziguinchor, le district de Bignona et le district de Thionck-Essyl. On parle de relâchement. Quelle est la conduite à tenir? C'est toujours, en tout cas, sensibiliser encore une fois la population. C'est vrai que c'est extrêmement difficile d'être en alerte pendant plus d'1 an, mais aujourd'hui, notre principal salut aujourd'hui, c'est de renouer avec ces gestes barrières que vraiment les populations ont tendance à abandonner. C'est-à-dire de retourner au port du masque, mais également la distanciation physique. Ce n'est pas quelque chose vraiment de très compliqué, mais nous en appelons à la responsabilité des populations parce qu'aujourd'hui, les services de santé uniquement ne peuvent pas contenir cette maladie. Donc il faut un engagement communautaire. Et l'autre élément, c'est à travers également la vaccination. Il y a une forte campagne de vaccination qui est déroulée depuis le début vraiment de la pandémie, depuis je dirais le mois de mars passé, avec l'acquisition d'importantes doses, là où vraiment les autres pays peinaient quand même à avoir ces vaccins. Avec le leadership des autorités, on a pu acquérir des vaccins au niveau du Sénégal. Mais le constat est qu'aujourd'hui, les principales populations qui sont vaccinées, qui se vaccinent, qui acceptent de manière spontanée, c'est les populations de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis. Ici à Ziguinchor, la vaccination, vraiment les populations adhèrent de plus en plus. Mais ce que je peux dire, ça reste vraiment timide. Commandant Youssouf Tine, le médecin-chef régional de Ziguinchor. Justement, le port du masque est obligatoire demain à l'Assemblée nationale, selon la direction de la communication de l'Assemblée, avec la session extraordinaire de l'Assemblée qui se réunit ce jeudi à 16h. Les parlementaires sont convoqués en plénière pour examiner le projet de loi portant code électoral après son adoption en Conseil des ministres. C'est le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui va défendre ce projet de loi demain. Sud FM.
Et nous parlons de la Tabaski 2021. L'insécurité et les difficultés en eau inquiètent les éleveurs du département de Thiès. À quelques jours de la fête de l'Eid el-Kébir, des préoccupations soulevées au cours d'un comité départemental de développement préparatoire tenu ce matin à Thiès sous les yeux de Babacar Ndao. À Tabaski 2021, à moins de 2 semaines de l'événement, la tendance de l'approvisionnement des forailles du département de Thiès en moutons est correcte, selon le chef du service de l'élevage, Madame Ba Awassar. On est presque satisfait par rapport à l'approvisionnement des entrées de l'année dernière. Nous sommes à 36 582 au niveau département et à pareil moment, on était presque à 18 030. Des dizaines de camions sont quotidiennement déchargés aux forailles de Sewkhaye croisement Ngoundiane, rassure le président Djibiba. Parce que camions yaangi wacc ni mu waré. Sobu bu né dinañ am 10 camions ba 15 camions. Seulement l'insécurité entre le sommet des éleveurs de Sewkhaye et de Toubatoul. Daoudatine, maire de Toubatoul, interpelle les autorités. Samedi dernier, on avait un sérieux problème concernant la sécurité et l'organisation du marché. Il y avait une affluence totale aux vendeurs acheteurs. Personne ne... Bon, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je suis venu assister à ce CDD, c'est évoquer ce problème-là. Le problème de la sécurité, surtout. Parce que quand on parle de Ngoundiane, Toubatoul est à côté. Et Toubatoul devient aujourd'hui un carrefour. Facile maintenant à accéder à cause de l'autoroute. En réponse à cette lancinante équation, le préfet du département de Thiès rassure Moussa Diagne. Il nous faut prendre toutes dispositions nécessaires à une organisation de qualité. Les acteurs que nous avons entendus ont évidemment parlé des problèmes liés à la sécurité, à la disponibilité de l'eau, à des questions liées justement à l'hygiène. Et là, on a vraiment demandé aux différents CD de créer les conditions de manière à rasséréner les esprits, de par leur présence, de par en tout cas le renforcement des dispositions à prendre pour vraiment renforcer la sécurité. Les éleveurs du département de Thiès déplorent l'absence de clients, mais la tendance des flux de moutons déjà enregistrés est correcte. Faiblesse des financements des opérations Tabaski 2021 à Thiès, la capitale du rail. Seuls 20 dossiers ont été satisfaits sur 160 demandes. Les institutions financières déplorent le non-remboursement par certains éleveurs. Une situation qui n'honore pas, selon le préfet de Thiès, qui appelle à une prise de conscience. Moussa Diagne s'en explique au micro de Babacar Ndao. Je pense qu'il faut quand même, toujours dans le cadre de la création des conditions favorables à une bonne tenue, en tout cas des opérations Tabaski, l'État du Sénégal a facilité le financement des opérateurs économiques en invitant les banques et autres structures financières la place à se rendre disponibles de manière à accompagner, aider les opérateurs économiques à financer justement leur activité. Mais l'aspérité que nous avons véritablement remarquée et vécue pratiquement toutes ces années, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas de paiement, de remboursement des dettes contractées au niveau des banques. Et je pense que cela aussi est assez handicapant. Le représentant des structures financières l'a relevé avec force détail pour dire qu'ils ne sont plus à l'aise parce que leur mission régalienne, c'est d'accompagner les opérateurs économiques. S'il arrive qu'ils ne puissent plus le faire, c'est vraiment gênant de leur part. Mais la cause, il faut la situer dans le comportement justement de ces opérateurs économiques qui réchignent véritablement à s'acquitter de leurs obligations, à savoir payer les dettes contractées. C'est vraiment une difficulté que nous avons adressée et je pense que l'appel est entendu. Les responsables de ces différentes associations ont effectivement participé à la réunion. Les secrétaires généraux également étaient présents et je pense que bonne note a été prise et que pour le reste, vraiment les diligences nécessaires vont être apportées pour dépasser justement cette difficulté-là. C'était donc le préfet de Thiès. À l'approche de la Tabaski, les points de vente de moutons ne cessent de monter le long du canal de Gueule-Tapée. Les moutons sont exposés au milieu des commerces, ce qui ne facilite pas du tout la cohabitation là-bas, dans ce site. Seuls des moutons de race sont exposés sur place et le prix varie d'un point à l'autre. Pour l'heure, les clients se font désirer. Reportage Ismaïla Marcel Colli. À moins de 2 semaines de la fête de Tabaski, les moutons de race sont exposés sur place. Vendeurs de moutons et commerçants se partagent l'espace. Ici, le prix des moutons varie d'un point de vente à l'autre. Seulement, les clients se font pour leur désirer. Nous avons des ladoum, des toubadères, des bali-bali. Les prix varient entre 150 000 à 800 000. Je m'appelle Kader Faye. Ici, il y a des ladoum, il y a des bali-bali, des azawad. On peut dire que c'est cher et ce n'est pas cher parce que ce sont des moutons qu'on a élevés par nous-mêmes. Les prix varient. Certains coûtent 100 000 francs, mais les autres coûtent 150 et plus.
Les clients viennent au compte-gouttes, mais ça marche, mais un peu. Mais on vend plus à la veille de la Tabaski. À quelques jours de là, le même constat est fait. Kader Faye laa tudd fii nii maa ngi xaru yar moo fi nekk am na ay laadum am na ay bali am na ay azawar waaw yooyu yëpp mooy fi quoi waaw xar yi seer na seeru la parce que ay xaru yar moom la ñu yor façon prix bu nekk am na quoi boo bëggee bu yomb am na bu yomb boo bëggee bu baax tamit am na bu baax waaw am na jar 100 000 mais yooyu ay coggal la quoi bu dee xaru yar moom ay 150 jëm kaw la client yi waaw ñooy ñëw ndànk mais marché bi nu mu waroon doxagul noonu quoi parce que jaay xar bi mooy si veille bi la quoi. Certains vendeurs de moutons établis dans ce marché déplorent l'intolérance de certains commerçants qui peinent à accepter leur présence sur ces lieux. Nous rencontrons beaucoup de difficultés faute d'espace. La Tabaski n'est pas loin, mais on rencontre beaucoup de difficultés pour trouver un espace où exposer nos moutons. Donc je pense qu'on peut nous laisser des espaces puisque cela ne dure pas longtemps. Nous rencontrons des difficultés avec les vendeurs, mais chacun doit comprendre l'autre. Comme nous les avons trouvés ici, donc nous sommes obligés d'être compréhensifs et discuter avec eux. Au marché Gueule Tapée, commerçants et vendeurs de moutons se partagent l'espace, ce qui ne facilite pas leur cohabitation. Ismaël Marcel Koussi, donc, qui s'est rendu au niveau du canal de Gueule Tapée où la cohabitation sur ce site n'est pas évidente entre les commerçants et les Tefanké. Nous parlons toujours de la Tabaski. Quel mouton faut-il sacrifier le jour de la Tabaski? La réponse est avec Radisen. La Tabaski ou la fête du sacrifice du mouton, un exercice de dévotion qui impose aux fidèles musulmans le respect d'un certain nombre de conditions pour la validité de l'action. Tous les moutons ne sont pas valides pour le sacrifice. Imam Mokhtar Ndiaye de la Grande Mosquée de Liberté 6. La bête à sacrifier pour la Tabaski, elle doit être saine et valide, ne présentant aucun handicap. C'est ainsi que le prophète Mohammed nous dit 4 catégories de bêtes ne remplissent pas les conditions d'un sacrifice. La bête borgne, dont le défaut est visible. La bête manifestement malade. La bête visiblement boiteuse. Et enfin la bête éthique. Et c'est à partir de ce hadith du prophète Mohammed que les docteurs de la jurisprudence islamique se sont appuyés pour recenser au total 13 catégories de bêtes ne remplissant pas les conditions d'un sacrifice. Le mouton n'est pas la seule bête à sacrifier. Il est permis en islam d'abattre également les caprins, les bovins et les camelins. Et il est important de préciser qu'en matière de tabaski, les ovins sont plus préférés, viennent ensuite les caprins, puis les bovins et enfin les chameaux. Il est important de préciser également, pour toutes ces catégories de bêtes citées, la priorité est donnée aux mâles non châtrés, puis aux mâles châtrés et enfin aux femelles. L'âge des bêtes est également l'une des conditions, rappelle Imam Mokhtar Ndiaye. S'il s'agit des ovins, on exige une bête d'une année révolue, c'est-à-dire un gézard, ou selon une autre opinion de 8 mois au moins, ou de 10 mois selon une troisième opinion. S'il s'agit des caprins, il faut obligatoirement un khanniya, c'est-à-dire une bête d'une année révolue. S'il s'agit maintenant des bovins, on exige une bête de 2 années révolues. Et pour les chameaux, 4 années révolues. Par contre, il n'est pas permis de sacrifier une bête volée ou acquise de force, une bête dont le prix d'achat provient d'une source illicite comme l'usure, la corruption et l'escroquerie. Merci à Radisen pour cet éclairage par rapport aux moutons à sacrifier le jour de la Tabaski. Une légère pénurie de sucre est constatée à Fatick, une situation qui s'explique par le fait qu'il n'y a pas d'entrepôt de stockage de sucre, mais le service régional du commerce rassure, une livraison d'une grande quantité du produit est en cours. Adam Mohamed Mbaye avec Adjaratou Ndeye Mariam Ndiaye. Je dois d'abord dire qu'il n'y a pas de tension au sens strict du terme. Il y a juste une légère pénurie qui est un peu constatée et qui n'est pas très grave, qui est tout à fait gérable. Le problème, c'est qu'à Fatick, il n'y a pas de gros dépôt de sucre, il n'y a pas de grossiste qui fait exclusivement du sucre. Les lieux d'approvisionnement sont Kaolack, Diourbel et Mbour. Donc, ce sont des distances pas très considérables. Donc, ce qui fait que les gens n'ont pas trop besoin de toujours stocker beaucoup de sucre. Mais vous ne verrez jamais un consommateur aller à la boutique et ne pas trouver du sucre là-bas. Ça, on peut dire. Donc, c'est juste qu'il y a une légère pénurie au niveau du demi-gros. Parce qu'encore une fois, les stocks ne sont pas très importants là-bas. Donc, c'est ça la pratique, en fait. C'est une situation tout à fait gérable. Et maintenant, dites-nous, quand est-ce que la situation va revenir à la normale? De toute façon, à l'heure où je vous parle, le plus
gros commerçants donc, de la ville est en train de se faire livrer du sucre. Donc, en cours de journée, cette légère situation-là sera tout à fait maîtrisée. Madame Mohamed Mbaye, chef du service régional de commerce au niveau de Fatick, qui rassure, la situation va revenir à la normale après une légère pénurie de sucre constatée à Fatick. Les prestataires de transfert d'argent sur le pied de guerre, ils rejettent la dernière décision prise par le service de transfert d'argent qui menace de rompre leur contrat en cas de non-respect de la grille tarifaire. Reportage signé Soukaina Gaye. Au lendemain de l'invalidité par les services de transfert d'argent des frais supplémentaires ajoutés par les prestataires, les gérants de multiservices s'offusquent et soutiennent que le combat ne fait que commencer. 92. Face à une telle situation, les prestataires dénoncent une baisse excessive de leur commission. Parce qu'on a constaté qu'on a une parfaite diminution de notre commission. Il y a suscité des problèmes à notre niveau. Il faut qu'on augmente la commission qu'on verse nous en tant que prestataire. Parce que normalement il devrait y avoir de commission. Et cette commission-là, normalement, ça devrait être versée en tant que prestataire. Asgueil, membre du cellule stratégique suivi et validation des projets de l'Association sénégalaise des acteurs de transfert d'argent ASATA, lance qu'il ne compte pas baisser les bras aussi facilement. Imaginez Orange qui travaille avec les services, leur payant tout simplement 5 à 7 francs en leur refusant d'augmenter le taux, c'est insensé. Pourtant, ces services doivent payer l'eau, l'électricité, mais également des employés. L'État laisse faire, ce qui n'est pas normal. En tout cas, de toutes les façons, nous, on va le faire, on va augmenter le taux. Parce que ce n'est pas un taux de transfert ni autre chose, c'est un taux de survie. Et nous en avons besoin. Les frais de survie, le taux. Soit tu l'appliques, soit tu fermes. Pour ne pas fermer, on l'applique. Le tiraillement entre les prestataires et les services de transfert d'argent empire de plus en plus. La distribution des commissions reste un consensus à trouver entre prestataires et les services de transfert d'argent pour que chacun d'entre eux puisse y trouver son compte. Soukaina Gaye, la 10e édition du Gala de la presse va se tenir le 27 novembre 2021, annonce le bureau de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, la CJRS, a donc lancé cette 10e édition du concours du meilleur reportage. Cette année, l'innovation sera la cérémonie d'hommage aux doyens de la presse. Nous écoutons à ce propos le président de la CJRS, Ibrahima Baldé, avec Abdoulaye Diop. Au lancement officiel du Gala national de la presse prévu cette année, le 27 novembre 2021. C'est un moment où nous rendons hommage aux doyens et personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour le développement du secteur de la presse, mais aussi une occasion de primer meilleure production journalistique en presse écrite, presse en ligne, télévision et la radio. Et nous avons aussi un prix spécial Médias et droits de l'enfant qui sera axé cette année sur la protection de l'enfant en ligne, sur l'environnement de l'enfant en période de Covid. C'est la 10e édition du gala, mais aussi c'est 15e anniversaire de la Convention des jeunes reporters créée depuis 2004. Le prix radio, cette année, a comparé M. Mansour Sow, un ancien de la RTS. Pour ce qui est de la presse en ligne, le Bureau national exécutif a décidé de les dédier, les 3 prix de la presse en ligne, aux reporters de l'ERAL qui nous ont quittés récemment. Et pour la télé, Ahmed Bachir Kounta, le jury a choisi notre doyen, regretté doyen en tout cas, Ahmed Bachir Kounta. Pour la presse écrite aussi, un de nôtres, Momar Seyni Ndiaye, qui nous a quittés depuis l'année dernière. Mais voilà, que nous comptons aussi rendre un hommage. Nous avons opté de montrer un exemple, un modèle aux jeunes reporters des doyens et doyennes de la presse. Donc une semaine avant le gala, comme innovation du bureau, nous avons décidé d'organiser un grand sargal qui se tiendra au musée des civilisations pour rendre hommage à ces doyens et doyennes qui sont là et ceux aussi qui nous ont quittés.
Sud International. Le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commandant, a annoncé le premier ministre haïtien sortant Claude Joseph dans un communiqué. C'est vers 1h du matin la nuit dernière qu'un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État, indique toujours le communiqué. Le premier ministre a déclaré l'état de siège, octroyant des pouvoirs renforcés à l'exécutif quelques heures après l'assassinat du président et appelle également la population au calme. La communauté internationale condamne unanimement cet assassinat et le Conseil de sécurité de l'ONU va par ailleurs tenir demain jeudi une réunion d'urgence sur Haïti selon des sources diplomatiques. Et toujours sur l'international, nous restons en Haïti d'ailleurs. Pour rappel, Jovenel Moïse était au pouvoir depuis 2017. Sa légitimité était remise en question depuis plusieurs mois. L'opposition et la société civile réclamaient de nouvelles élections. Le président avait préféré organiser en juin un référendum sur une nouvelle constitution, un scrutin reporté au 26 septembre en raison de l'épidémie de Covid-19 en même temps qu'une présidentielle et des législatives. Ahmad Djibril, chef du Front populaire de libération de la Palestine, commandant général, est décédé ce mercredi à Damas à l'âge de 83 ans, selon des médias syriens citant ce mouvement. Deux proches d'Ahmad Djibril ont affirmé à l'AFP qu'il était mort dans un hôpital de Damas des suites d'une maladie. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la Birmanie a accusé la junte qui a pris le pouvoir au 1er février d'avoir commis des crimes contre l'humanité et appelé la communauté internationale à mettre fin à ce cauchemar. S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Tom Andrews a dénoncé les attaques généralisées et systématiques de la junte militaire contre la population de Birmanie, des actes qui sont des crimes contre l'humanité ainsi que l'incapacité de la communauté internationale à faire ce qu'il faut pour y mettre un terme. Vous l'avez compris, nous parlons sport avec la course pour la finale de la Coupe d'Euro qui se poursuit entre le Danemark et l'Angleterre ce soir à Wembley. Qui des Anglais ou des Danois va donc rejoindre l'Italie en finale? Les passionnés du foot se sont exprimés à travers ce micro-trottoir réalisé par Soukaina Gaye. C'est le Bodian, agent de sécurité. Je vois l'Angleterre favorite parce qu'ils ont une bonne génération. Je vois l'Angleterre en finale parce que côté expérience, ils sont plus armés que les Danois. Logiquement, l'Angleterre doit passer. Mais en football, il n'y a pas de logique. Ça peut se passer. Fallou Diop, je suis footballeur. C'est un match qui n'est pas compliqué pour les Anglais parce qu'ils sont largement supérieurs aux Danois. En plus, c'est eux les favoris. Mais sur le plan offensif, l'attaque des Anglais est meilleure pour le moment. Parce qu'on peut dire Sterling, Rashford, Sancho, Harry Kane, Foden, voilà, qui est en train de faire des merveilles. Pour le moment, on peut dire que l'Anglais est favori. Mais voilà, dans le foot, il n'y a pas de règle. En tout cas, ce ne sera pas un match facile. Peut-être les Danois, je pense qu'ils ont été boostés par l'incident qui s'est passé durant leur premier match avec Eriksen qui a eu un arrêt cardiaque. Donc ça a motivé les joueurs pour aller jusqu'en finale. N'oublions pas que l'équipe danoise, c'est une équipe qui a beaucoup de surprises. Parce qu'il y a des attaquants qui sont, qui sont pas connus sur le plan mondial. Mais en ce moment, en l'euro, ils sont en train de faire des choses extraordinaires. Danemark aussi a une très belle équipe qui a créé la surprise. Et ce ne sera pas un match facile. Sud FM, l'invité du jour. Ce 18h, nous recevons comme invité le secrétaire général du SAMES, Dr Yeri Camara, qui parle de la hausse des cas de Covid-19 dans notre pays. Il est avec Adjaratou Ndeye Mariam Ndiaye. Docteur Yeri Camara, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SAMES. On assiste ces derniers temps à une recrudescence du nombre de cas de contamination au Covid-19. Selon vous, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette situation? Oui, merci. Est-ce que je pense qu'on peut même s'attendre qu'il y ait une recrudescence des cas? Parce qu'on n'a en réalité pas fait grand-chose pour restreindre un peu la propagation de la maladie. On a vu tous les rassemblements, nous avons vu les alertes des scientifiques par rapport aux variantes Delta.
Et en dehors de ça, la population ne se vaccine pas. Donc tout cela a fait un cocktail vraiment qui peut, en tout cas, favoriser l'émergence de ces pics. Et d'une manière parallèle aussi, on a observé que dans le monde, il y a quelque chose qui se passe et d'une manière globale, on a une ascension des cas. Et maintenant, docteur, dites-nous comment les autorités doivent se comporter pour faire face à cette troisième vague. Je pense qu'on en a déjà parlé, aussi bien au niveau de la DP qu'au niveau des autorités politiques. Il faut se ressaisir déjà. Se ressaisir, c'est restreindre ces rassemblements, respecter les mesures barrières et que la population prenne ses responsabilités et que se vaccine. Parce qu'on ne peut pas se battre pour avoir des vaccins et que, en tout cas, qu'il y ait un refus de la population de se vacciner. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les grandes villes qui sont souvent l'objet des premières vagues de contamination vont, en tout cas, vite saturer. Et comme la population se déplace, les petites villes qui sont moins pourvues en matériel et en équipement vont faire face à de nouvelles contaminations. Et pour ce qui est des CTE, est-ce qu'aujourd'hui, les centres sont assez équipés pour faire face à cette troisième vague? Mais ce qu'on sait, c'est que les agents de santé, par rapport à ce qu'ils ont à leur disposition en matière de matériel et d'équipement, ils essaient de les mettre à jour pour être prêts à faire face. Actuellement, en tout cas, les régions de l'intérieur du Sénégal ne sont pas aussi assaillies que cela. Donc, on a le temps de, en tout cas, mettre à jour les dispositifs, faire de sorte que l'oxygène soit disponible dans toutes les structures de santé, tous les hôpitaux, les CTE, parce qu'il faut savoir qu'en dehors des CTE, la plupart des malades en préhospitalier sont pris en charge, c'est ce qui un peu améliore leur prise en charge et leur survie. Donc, je pense qu'il faut dès à présent qu'on mette un plan, en tout cas de contingence, qui nous permette de prendre les mesures adéquates et que les autres secteurs qui sont impliqués dans la lutte, en tout cas, fassent ce qu'il faut, notamment en matière de surveillance des manifestations, en matière de restriction des rassemblements. Comme ça, au moins, je pense qu'on peut penser et espérer que restreindre les choses. Et maintenant, au même moment, le personnel au niveau des CTE réclame des arriérés de salaire. Est-ce que selon vous, cela ne va pas un peu biaiser cette lutte? Oui, je pense que ceux à qui on doit des arriérés, c'est pas normal. On doit les défrayer le plus rapidement possible parce que je pense que aussi cela ne contribue pas à la motivation du personnel d'une manière globale. Je pense qu'il y a un moment où tout le personnel était porté au pinacle, était respecté et tout, ce qui n'a pas été suivi, en tout cas dans la durée. Quand la Covid a diminué, on s'est mis à attaquer les agents de santé et à les traiter de n'importe quoi. Et malheureusement, la maladie est toujours là. Et on se rend compte de l'importance des agents de santé et je pense que nous tous, on doit prendre nos responsabilités. Docteur Yeri Camara, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, peut-être lancer encore un appel à toute la population pour qu'ils respectent les mesures barrières, qu'ils se vaccinent et que l'État, en tout cas, rende toute sa dignité et la protection aux agents de santé qui sont en train d'être attaqués dans les structures de santé et que la population sache que les agents de santé sont là pour les protéger. Et s'ils se vaccinent, ils se protègent et ils protègent tous les agents de santé. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Employabilité des jeunes et entrepreneuriat féminin, les programmes et stratégies ne sont pas fondés sur des évidences scientifiques et c'est un frein pour le secteur. La recherche doit être au centre des réponses à mettre en place pour résoudre les questions du chômage. Telles sont entre autres les recommandations issues du colloque international de promotion et de partage de bonnes pratiques en conseil scientifique au gouvernement selon le consultant Moussé Dior Diop. Il est au micro
de Khadisen. Au Sénégal, nous avons une multitude d'intervenants dans les deux secteurs, dans l'employabilité des jeunes et dans l'entrepreneuriat féminin. Nous avons des besoins non seulement de coordination, mais de cohérence des interventions. Nous avons également des besoins d'augmentation des volumes, puisque les stratégies sont pertinentes. Nous avons un problème donc d'échelle. Il faut peut-être augmenter les financements, renforcer l'accompagnement et l'appui conseil, pour que non seulement les femmes qui interviennent en tant qu'entrepreneurs et les jeunes qui cherchent du travail sur le marché puissent avoir un accompagnement sur une durée acceptable, au minimum 3 ans. Pour avoir une entreprise qui fonctionne et dépasser les périodes de crise, il faut un accompagnement et un appui conseil sur au minimum 3 ans. Si nous arrivons à faire ça, de sorte que le gouvernement puisse mettre l'accent sur ces problématiques-là, nous pensons que les résultats seront encore beaucoup plus intéressants que ce que nous avons constaté jusqu'à présent dans les 6 pays où nous avons fait les études. Oui, le rapprochement entre les chercheurs et l'État est extrêmement important. Très souvent, nous mettons en place des programmes et des stratégies sans les fonder toujours sur des évidences scientifiques. Pour avoir des évidences scientifiques, il faut faire de la recherche. Donc la recherche est au centre des réponses à mettre en place pour régler les questions d'employabilité des jeunes, les questions d'entrepreneuriat féminin dans tous les secteurs du développement national. Il faut faire de la recherche, fonder nos programmes sur des évidences, donc sur des résultats scientifiques à partir des constats avérés sur le terrain. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. Il est 18h35 dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules des centres de traitement des épidémies. C'est la fin de ce soir, le rappel des titres. Propagation du Covid-19 dans notre pays, 356 nouveaux malades recensés, 5 décès enregistrés, 20 cas graves retenus dans les services de réanimation et 1346 patients sous traitement. Ces chiffres alarment et s'expliquent par la baisse de la vigilance et la négligence des gestes barrières, a précisé dans cette édition le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Le SAMES alerte et exige un plan de contingence pour venir à bout de cette troisième attaque du coronavirus. Son secrétaire général, Dr Yeri Kamara, était l'invité de ce 18h. Élection territoriale du 23 janvier 2022. Les parlementaires de la place Soweto examinent le projet de loi portant code électoral demain jeudi à 16h. 10e édition du Gala de la presse. La convention des jeunes reporters du Sénégal récompense ses meilleurs reporters et va rendre hommage aux doyens de la presse. Ce sera le 27 novembre prochain. Le président Ibrahim Baldé a réagi dans cette édition sur l'international en Haïti, assassinat du président Jovenel Moïse hier nuit, plutôt tôt ce matin. L'état de siège est en vigueur et le premier ministre haïtien appelle au calme alors que la communauté internationale condamne cet assassinat et que l'ONU convoque une réunion d'urgence demain jeudi sur Haïti. Euro 2021, qui de l'Angleterre ou du Danemark va affronter l'Italie en finale? La réponse, ce sera après la rencontre qui débute dans quelques minutes à 19h. Info Eco a complété cette édition. Merci à Hassan Tchoun qui a assuré les opérations techniques. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio, pour la fidélité. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis à 19h, vous avez rendez-vous avec Matar Sall pour Warui. Très bonne suite de programme.